va nous parler ce soir d'un art éminemment important. Alors je vais le mettre un tout petit peu en perspective. Nous sommes en train de faire une première, une création contemporaine au sein du musée pour une exposition l'année prochaine autour du textile et surtout autour du savoir-faire de la broderie, qui est tellement lié à l'image de Lunéville, avec ce qu'on connaît de la broderie perlée et pailletée des points de Lunéville, donc vraiment très très ancré dans l'identité de ce territoire, donc une grande création contemporaine qui va associer aussi le patrimoine. Je ne vais pas vous en dévoiler plus pour l'instant. Je vais laisser avec grand plaisir la parole au professeur Isabelle Briand qui va donc nous parler de l'ouvrage Les déclinaisons de la broderie des Lumières à l'Empire. Alors, merci beaucoup, Monsieur Franks, pour cette présentation peut-être trop élogieuse. Je dois préciser d'emblée que je ne suis pas une spécialiste des techniques de la broderie, donc je vous demande toute votre indulgence. Je me suis surtout concentrée sur l'histoire de la broderie, et si j'ai intitulé cette conférence Le goût de l'ouvrage, c'est parce que cela me semble rendre compte à la fois du goût de ceux qui achètent les broderies, qui les portent éventuellement, et aussi rendre compte du goût de ceux qui les fabriquent, le goût de l'ouvrage bien fait, du savoir-faire de la broderie. Donc c'est pour cela que j'ai essayé de rassembler en une heure quelques jalons de l'histoire de la broderie en posant la question: pourquoi faire l'histoire de la broderie, de cet art qui a longtemps été considéré, à tort il me semble, comme mineur, et comment peut-on faire l'histoire de la broderie? Alors il y a de cela quelques années, 3 ou 4 ans peut-être, l'une des premières fois où je suis venue au château de Lunéville, Monsieur Thierry Franz m'a montré une magnifique chasuble du XVIIe siècle. Cette même chasuble dont vous voyez ici les détails. À l'époque, j'avais déjà entamé un travail sur l'histoire de la broderie et je me heurtais souvent à l'incrédulité de mes collègues. Mes travaux ont surtout porté jusqu'à maintenant sur l'histoire religieuse, autrement dit, dans l'esprit de beaucoup, sur de l'histoire sérieuse. Et voilà que je me mettais à étudier ce qui ne paraissait qu'un détail. Ce que je voudrais parvenir à vous montrer aujourd'hui, c'est que la broderie est tout sauf un détail. Et tenter de répondre donc à une question qui m'est souvent posée: pourquoi faire l'histoire de la broderie? Alors j'essaierai d'apporter 3 éléments de réponse principaux que je détaillerai par la suite. Tout d'abord, dans une perspective d'histoire de la culture matérielle, de cette culture des objets dont les hommes et les femmes s'entourent, s'intéresser à la broderie permet d'appréhender tout un système de signes et d'emblèmes par lesquels une société donne à voir les hiérarchies sur lesquelles elle repose. Et donc, je commencerai en évoquant les différents usages de la broderie dans le monde de l'Ancien Régime et du début du XIXe siècle. Deuxièmement, s'intéresser à la broderie, c'est aussi et surtout s'intéresser aux brodeurs et aux brodeuses. C'est donc mettre à jour des logiques économiques et sociales et essayer de répondre à une question centrale. Quelles sont les mains invisibles et laborieuses? Il est rare que l'on connaisse les brodeurs qui ont réalisé une pièce. Enfin, ça arrive, mais c'est exceptionnel. Donc, quelles sont ces mains qui ont réalisé les décors brodés, ceux que nous pouvons encore admirer aujourd'hui, ainsi que les multiples broderies qu'on peut imaginer défraîchies, démodées, abîmées ou tout simplement négligées, qui ont malheureusement disparu. Enfin, en troisième temps, s'intéresser à la broderie, c'est essayer de comprendre les raisons des significations attachées à l'objet brodé, à ses circulations, à sa réalisation. Broder, finalement, est-ce une occupation noble, recommandable, ou n'est-ce qu'un passe-temps frivole, une activité sans grande importance? Donc, dans un dernier temps, je m'attacherai aussi au discours tenu sur la broderie. Donc, pour tenter de répondre à ces questions, j'ai bien sûr consulté les catalogues d'exposition et les musées.
Je me suis également plongée dans les archives à la recherche des traces laissées par les brodeuses et les brodeurs. Et devant l'ampleur de la tâche, j'ai décidé de me concentrer sur la période qui va du milieu du XVIIe siècle, au moment où la broderie devient en particulier un élément essentiel du costume de cour, particulièrement du costume de cour masculin, au moment où le ton est donné par Versailles, et les années, alors je sais que j'avais donné comme borne l'Empire, alors je vais glisser quelquefois du premier au second Empire, hein, j'irai jusqu'aux années 1860, parce qu'il me semble qu'autour de ces années-là, il y a un certain nombre d'éléments qui marquent la fin d'une époque où la broderie à la main était véritablement reine. Je ne dis pas que la broderie disparaît ensuite, hein, bien au contraire. Et en Lorraine, vous savez à quel point la broderie est aussi importante au début du XXe siècle, mais ça change quand même un petit peu de signification. Donc, dans un premier temps, je m'intéresserai aux usages de la broderie. Et donc, je voudrais insister sur une des raisons. Ce n'est pas la seule, mais elle est importante, de la place et du prestige des objets brodés dans les sociétés anciennes. C'est en partie, ce n'est pas la seule raison, mais c'est en partie lié aussi à la rareté des tissus imprimés. En Europe occidentale, au XVIIe et XVIIIe siècle, les tissus les plus courants sont à base de laine ou de lin, plus exceptionnellement de soie. Or, toutes ces fibres sont difficiles à imprimer. Alors, il y a des étoffes rayées, bien sûr, elles ne sont pas rares. En revanche, il est difficile d'obtenir des étoffes ornées d'un motif un peu complexe, à moins qu'il ne soit obtenu par tissage. C'est le cas des brocarts, mais c'est extrêmement coûteux. Alors, il y a bien des tissus imprimés ou des tissus peints, mais ce sont majoritairement des cotonnades importées d'Inde, des tissus chatoyants avec des motifs exotiques, mais qui n'ont pas le relief et le brillant des broderies. De plus, ces indiennes sont interdites à l'importation dans le Royaume de France à partir de 1686. Dans ces conditions, la broderie reste de loin le meilleur moyen d'obtenir des étoffes ornées et souvent des étoffes splendides. Je renvoie ici à la définition que donne Antoine Furetière dans son dictionnaire universel en 1690. Broderie, enrichissement qu'on fait sur une étoffe avec l'aiguille. Enrichissement, je crois que le terme est important. Le roi a donné des ornements d'église tout couverts de broderies d'or et de perles. On fait des lits, des habits, des housses de chevaux en broderie. Alors, je reprendrai un peu ces différentes catégories citées par Furetière. Même s'il existe des broderies sur drap de laine ou sur toile de lin, le support le plus usité est celui sur lequel brodent en particulier les maîtres brodeurs parisiens, qui sont au XVIIe et au XVIIIe siècle les plus réputés, c'est la soie. Et le matériau le plus utilisé, pour broder, ce sont les fils de soie, les fils d'or et d'argent, qui sont la base véritablement de cet art de la broderie. Donc ce sont notamment ces matières, l'or, l'argent, la soie, que l'on retrouve dans les grands ensembles brodés, destinés prioritairement, d'une part à la célébration du culte, d'autre part à la magnificence princière. En effet, dans le monde catholique, d'après le Concile de Trente, les cérémonies d'église se doivent d'être entourées d'un certain faste qui se manifeste essentiellement par la broderie qui orne non seulement des éléments faisant partie du décor, comme les devants d'autel, les dés, les bannières, mais aussi les costumes des célébrants, ce que l'on désigne par le terme de paramantique, et ce que vous pouviez éventuellement trouver à la boutique au Duc du Maine dans les années 1780, donc boutique qui était située sur le pont Notre-Dame, vis-à-vis la grille du quai de Gesvres, près le cadran de la Madeleine. Et voilà un extrait
d'une facture. Vous savez que les factures au XVIIIe siècle servaient aussi de publicité. Elles étaient souvent ornées. Alors celle-ci, je n'ai pas pu la photographier parce qu'elle est issue d'archives privées. Mais je trouve qu'elle rend bien compte de tous les ornements qui peuvent être réalisés en broderie pour l'église. Donc Desmarets, marchand, chasublier, brodeur, fait et vend toutes sortes d'ornements d'église, comme mitres brodés et autres, chapes, chasubles, tuniques, devants d'autel, bannières, guidons, dés et expositions pour le Saint-Sacrement. Il vend aussi des sacs d'église pour les dames, drapeaux pour l'armée, écussons brodés de toute façon. Fait fabriquer des étoffes à 2 et 4 chemins, il fournit tout ce qui est nécessaire pour la cérémonie des évêques au plus juste prix. Donc voilà un brodeur chasublier qui vend essentiellement des ornements d'église. Alors souvent, ces ornements sont conçus comme des ensembles. Ces ornements d'église ont été remis à l'honneur ces derniers temps, en particulier dans le cadre des musées d'art sacré, comme celui de Saint-Mihiel, qui a consacré une exposition au textile sacré en Meuse du XVIIe au XIXe siècle, en 2020-2021, ou encore comme un musée qui n'est peut-être pas encore très connu, mais qui est un magnifique musée où vous trouvez des pièces de broderie absolument extraordinaires. C'est le musée de la Visitation à Moulins, dans l'Allier, donc au centre, en quelque sorte, géographique de la France. Et ce musée organise très régulièrement des expositions. La première de ces grandes expositions était l'exposition de fleurs en aiguille, l'art de la broderie chez les Visitandines, avec, vous voyez, une préface de Christian Lacroix, et les pièces exposées, une grande partie des pièces exposées, étaient des pièces du musée même, qui a ce grand avantage de rassembler des pièces brodées du XVIIe jusqu'au XXe siècle, réalisées dans les couvents de Visitandines, que ce soit en France ou dans toute l'Europe. Et comme un certain nombre de ces couvents ferment assez régulièrement, les pièces brodées conservées sont régulièrement envoyées à Moulins, qui, pour cette raison, a un fond absolument extraordinaire. Alors souvent, ces ornements d'église sont conçus comme un ensemble caractérisé par un même motif et une couleur liturgique précise, donc des ensembles rassemblant chasuble, chape, dalmatique, c'est ce que vous voyez ici par exemple, c'est une dalmatique pour les diacres, un devant d'autel, un voile de calice, des manipules. Donc le terme d'ornement donné à ces ensembles rend bien compte du fait que l'Église, comme le célébrant, doivent être parés pour le culte. Alors parmi ces ornements, on peut citer en particulier les magnifiques ornements épiscopaux de la cathédrale de Metz, qui ont été réalisés pour Monseigneur de Montmorency-Laval à la fin de l'Ancien Régime. C'est tout un ensemble, là, vous voyez les différents éléments, et en particulier la magnifique chape, qui ont été brodés par un atelier de brodeurs parisiens. C'est l'atelier d'ailleurs du brodeur du clergé, du clergé de France. À l'occasion, ces pièces brodées, dont les reflets répondent à ceux de l'orfèvrerie, qui est utilisée aussi au cours des cérémonies, ces pièces brodées peuvent s'enrichir de perles ou de pierres précieuses. Ainsi, alors là, je n'ai malheureusement pas d'image à vous montrer, puisque c'est tiré d'archives, la spectaculaire, elle devait vraiment être spectaculaire, tapisserie brodée, elle est désignée ainsi, utilisée lors des funérailles par les ducs de Lorraine et figurant dans un inventaire dressé en 1732. Donc on peut imaginer que cette pièce était conservée ou du moins utilisée dans cette chapelle même. Donc il s'agit d'une pièce de tapisserie en broderie d'or de la hauteur de 3 aunes, donc presque 3 mètres, un quart, 3 aunes, un quart, sur 2 aunes,
un quart de largeur contenant plusieurs personnages. Donc il s'agit véritablement de broderies figuratives avec des personnages, celui du milieu ayant 6 petites pierres fausses dans la couronne, enchâssées dans des roses d'argent doré, savoir 2 saphirs, 2 émeraudes et 2 rubis. Sur la gorge, 2 gros rubis enchâssés de même et un diamant au milieu, et sur le corps, 11 pierres plus petites enchâssées de même, savoir 6 émeraudes et 5 saphirs, plus une émeraude. La dite pièce, bordée de 3 côtés d'un lait de camelot noir, entourée d'un large galon d'or faux pour drap mortuaire. Donc c'est une brodée qui est utilisée au moment des funérailles. Alors la magnificence de cet ensemble s'explique bien sûr par sa présence dans une chapelle princière. Outre l'église, rois et princes s'entourent également de pièces brodées qui contribuent à l'apparat et à l'éclat du pouvoir. Les broderies des princes sont d'abord celles qui sont utilisées lors des grandes cérémonies, en particulier celles qui ponctuent les règnes des rois de France, notamment le sacre, mais aussi les mariages des dauphins et bien sûr les funérailles royales. Si on prend l'exemple de ce tableau de Van Loo, qui représente donc le portrait en pied de Louis XV, on ne peut que constater que l'habit du souverain est en quelque sorte saturé de broderie. Il y a bien sûr le manteau du sacre, déployé à l'arrière-plan, sur lequel figurent les fleurs de lys d'or. Ce sont là des broderies de rapport, ce qu'on appelle des broderies de rapport, c'est-à-dire que les fleurs de lys sont brodées à part, puis fixées sur le manteau de velours. Mais le roi porte aussi un gilet, si vous regardez bien, un gilet de soie blanche, brodée d'or, et une veste bleue tout aussi richement brodée. Il faut rappeler que ces costumes masculins, 3 pièces, la culotte, le gilet et la veste, ces costumes masculins comportent certes des poches, mais qui n'ont aucune fonction pratique. D'ailleurs, il n'y a pas véritablement de poche, il y a juste un revers. Et donc ces poches ne sont là que pour les revers brodés. Et elles servent en fait de prétexte à la broderie, tout comme les boutons et boutonnières qui n'ont aucune fonction utile, aucune fonction pratique. C'est vraiment l'ornement, c'est le goût de l'ornement de l'ouvrage. Alors enfin, dernier élément, il n'y a pas que l'habit. Le souverain porte, vous le voyez sur son habit, l'emblème de l'ordre du Saint-Sacrement. Et c'est aussi une pièce brodée généralement sur du parchemin et qui est cousue sur l'habit. Donc ce costume brodé que vous voyez ici, pour ce qui est du roi, est aussi celui des courtisans. Si pour certains, la mode de cet habit en 3 éléments, culotte, gilet et veste, a été imposée par Charles II d'Angleterre, c'est vraiment à la cour de Versailles qu'il s'impose, sous Louis XIV, en faisant disparaître les anciens costumes qui étaient ornés de multiples rubans. Les rubans s'effacent en fait devant la broderie et les broderies remplacent donc ces derniers. Le costume féminin semble par contraste se prêter plus difficilement aux ornements brodés en raison essentiellement des surfaces trop importantes des jupes à couvrir. Cependant, les robes de cour peuvent être ornées de broderies, essentiellement en bordure, et surtout l'usage du corps de robe, c'est-à-dire du corset, s'accompagne de l'usage de porter sur celui-ci une pièce d'estomac, ce qu'on appelle une pièce d'estomac brodée, dont le Musée des Arts Décoratifs à Paris conserve de très belles pièces. Vous en voyez ici, elles sont toutes, elles datent toutes du règne de Louis XV et dans des styles extrêmement différents. Elles rendent compte de l'habileté du brodeur ou de la brodeuse qui les a réalisées. Donc toutes les formes de broderie que nous avons décrites jusqu'ici peuvent être qualifiées de broderies d'apparat. Elles sont réalisées en soie, or et argent. Elles se doivent d'être éclatantes. D'ailleurs, l'or et l'argent qui sont utilisés, et même les reflets de la soie, sont là pour capter la lumière et la renvoyer. Nous verrons aussi plus loin
qu'elles sont le plus souvent réalisées par des artisans dédiés, par de véritables professionnels. À partir du milieu du XVIIIe siècle, une autre forme de broderie se développe. Alors, ce n'est pas une nouveauté, mais cette autre forme de broderie connaît, à partir du milieu du XVIIIe siècle, un développement sans précédent, et elle est liée à ce que Daniel Roche, donc grand écrivain, le grand historien spécialiste de l'histoire du vêtement dans la culture des apparences, a appelé l'invention du linge. Et il précise bien dans son ouvrage que quand il utilise le terme invention, ça ne veut pas dire que c'est neuf, mais que le linge devient véritablement un élément essentiel à la fois des garde-robes et des trousseaux, qu'ils soient linge de corps ou linge de maison. Alors jusque-là, le linge brodé existait bel et bien, mais il était réservé à une minorité fortunée. Vous en avez ici un bel exemple qui est tiré du musée d'art et d'histoire suisse. C'est une chemise d'homme de la fin du XVIe ou du début du XVIIe, ce qui vous montre bien que le linge brodé n'est pas une invention totale du XVIIIe siècle, mais c'est une chemise donc, qui a probablement été réalisée en Italie, en lin, qui est donc une chemise taillée dans de la toile de lin, et qui est ce type de chemise est vraiment réservé à un nombre très restreint de personnes qui disposent de revenus suffisants pour pouvoir se procurer ce linge brodé. Alors sur ces toiles, on peut aussi remarquer que la broderie se confond souvent avec la dentelle. Alors, je vous rappelle la distinction. La dentelle, c'est un tissu fin constitué par l'entrelacement des fils, alors que la broderie vient se greffer sur un tissu préexistant. Mais il faut bien avouer que la distinction, excusez-moi pour le jeu de mots, ne tient qu'à un fil. Et d'ailleurs, il y a des brodeuses qui réalisent de véritables dentelles, notamment quand il s'agit de broder des jours, par exemple, on écarte les fils, on tire les fils, et cela s'apparente très nettement à de la dentelle. À Venise, les femmes qui réalisent de la dentelle sur l'île de Burano font de la dentelle à l'aiguille et non pas de la dentelle sur le carreau en utilisant des fuseaux. Donc la distinction est souvent très difficile à établir entre la dentelle et la broderie. Alors sur ces toiles, vous voyez que les fils peuvent être colorés ou plus souvent encore blanc. Et c'est ce qu'on appelle la broderie blanche, qui connaît un développement sans précédent entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Alors, pourquoi cette explosion, en quelque sorte, de broderie blanche, de broderie sur toile? C'est lié tout simplement à l'importation massive de toiles de coton. Je vous l'ai dit, en 1686, on interdit l'importation d'indiennes, mais même les toiles de coton unies sont limitées pour l'importation. À partir des années 1750, toutes les interdictions d'importation sont levées. Et donc à ce moment-là, la France importe de grandes quantités de toiles de coton. Et c'est le début de cette vogue du linge. Pourquoi? Parce que le coton, le lin est aussi très agréable à broder, mais le coton est meilleur marché. On peut broder aussi. Alors là, je ne suis pas une experte, mais je pense qu'il est parfois plus facile de broder sur du coton que sur du lin. Donc l'importation massive des toiles de coton, l'importation aussi de toiles fines, ce qu'on appelle des toiles fines, qui parfois sont même à la limite de l'impalpable, des toiles légères comme les mousselines,
sont des toiles qui se prêtent aussi à la broderie, et notamment le point de Lunéville est réalisé sur ces toiles qui sont presque transparentes. La vogue de ces toiles fines remonte aux années 1780. On sait que Marie-Antoinette a provoqué malgré elle un scandale en se faisant peindre avec en robe de toile de coton fin, en robe de mousseline. Mais cette vogue des toiles légères accompagne en quelque sorte la Révolution et s'épanouit sous l'Empire. Vous avez ici deux exemples de toiles justement de mousseline, d'habits de mousseline réalisés pour l'impératrice Joséphine, peut-être en partie par elle-même, puisqu'elle-même était une grande brodeuse. Donc, un bas de robe réalisé en mousseline, une étole de mousseline. Alors, ces étoles, au début, ont été importées déjà brodées des Indes, puis petit à petit, les brodeuses se sont lancées dans cette broderie de toiles légères, de mousseline, puis un peu plus tard de tulle, quand le tulle a été mis au point. Dès lors, on observe une démocratisation du linge et la multiplication du nombre de pièces brodées, avec une évolution de la mode féminine. Et en quelque sorte, si sous l'Ancien Régime, alors bon, c'est un peu schématique ce que je dis là, mais les broderies étaient surtout des broderies masculines, avec ces tissus légers, la broderie va devenir de plus en plus associée à la mode féminine. Donc des toiles légères dans lesquelles pouvaient être taillés des fichus, des mouchoirs de colle, des manchettes, des étoles, des robes. Mais c'est aussi le développement donc, de tout ce qui est linge de maison, les nappes, les draps, les serviettes brodées. Alors, ce n'est pas encore une nouveauté, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on le retrouve cette fois non seulement dans des intérieurs aristocratiques, mais aussi des intérieurs bourgeois, voire des intérieurs parfois modestes qui s'offrent un mouchoir brodé comme pièce remarquable. Donc après ce panorama très rapide de la place et des usages de la broderie, je tâcherai maintenant de répondre à la question « mais qui brode finalement ces pièces qui peuvent être plus ou moins spectaculaires ?» Alors il faut sur ce point se prémunir contre l'idée que les broderies étaient massivement produites dans le cadre domestique. Même s'il ne s'agit pas de nier qu'il y a pu y avoir une pratique de la broderie comme passe-temps ou comme activité domestique, celle-ci est surtout le fait de professionnels. Et comme nous sommes encore au XVIIe et au XVIIIe siècle, dans un monde où les activités artisanales sont fortement encadrées, une partie de ces brodeurs professionnels, et vous voyez que j'utilise le masculin, du moins à Paris, une partie de ces brodeurs professionnels à Paris et dans quelques autres villes, appartiennent à des corporations. Alors, je développerai un peu plus l'exemple des maîtres parisiens, parce que je vais aller les examiner d'un peu plus près, et puis c'est l'exemple que je connais le mieux. Si je retiens cet exemple, c'est aussi parce que jusqu'à la veille de la Révolution, les brodeurs parisiens s'imposent comme des brodeurs qui réalisent des pièces remarquables, et en particulier ce fameux costume masculin, 3 pièces, que l'on vient parfois acheter à Paris. On trouve dans les clients de ces brodeurs un certain nombre de princes, de ducs, de comtes étrangers ou de lords, souvent un certain nombre d'Anglais viennent s'offrir un costume brodé à Paris. Alors, leur nom, vous le voyez sur les statuts et ordonnances des maîtres brodeurs. Pardon, je suis allée trop vite. C'est leur nom complet, enfin, leur désignation, c'est brodeurs, découpeurs, marchands chasubliers. Ce qui vous montre bien que leur première fonction, c'est de fabriquer des ornements pour l'Église.
Sur l'image d'ailleurs que vous voyez ici, qui est tirée de l'art du brodeur de Charles Germain de Saint-Aubin, qui a fourni ce manuel, enfin c'est plus qu'un manuel, c'est une description de l'art du brodeur qui aujourd'hui encore est une source magnifique pour connaître les techniques. Sur cette illustration, vous voyez bien que l'apprenti qui est en train de fixer le métier, la toile ou le drap de soie sur le métier, l'apprenti est en train de fixer en fait un motif de chasuble qui va être brodé. Donc c'est un métier assez gigantesque, enfin assez grand, qui est disposé dans l'atelier. À Paris, il y a environ 230 maîtres brodeurs. Bon, les statuts disent toujours il faut qu'on arrive à réduire à 200 ce nombre, voilà, parce que les brodeurs veulent réserver leur savoir-faire à leur corporation. En réalité, il y en a toujours à peu près 230, voire 250, parce que la demande est là. On demande des ornements d'église, on demande des habits brodés, on demande des housses de chevaux brodées, et les meilleurs fournisseurs, ce sont les maîtres brodeurs. Il n'y a que dans la capitale qui ont le droit de broder en soie, or et argent. Personne d'autre n'a théoriquement le droit de broder et de vendre surtout ce type de broderie. D'ailleurs, pour passer maître brodeur, ils doivent réaliser un chef-d'œuvre qui est un chef-d'œuvre qui utilise une technique de broderie extrêmement difficile à réaliser, qu'on appelle l'or nué, où vous avez des fils d'or qui sont recouverts de fils de soie plus ou moins écartés et qui laissent apparaître plus ou moins donc l'or des fils d'or. Alors, ces maîtres brodeurs, ce ne sont que des hommes. Ce ne sont que des hommes, et même si certains sont avant tout des marchands, ils pratiquent quand même cet art de broder. Les veuves de maître ont le droit, cependant, de reprendre l'atelier, et les filles et femmes de maître ont le droit aussi de broder dans les ateliers, mais pas les femmes ou les filles qui ne seraient pas du métier, c'est-à-dire qui ne seraient pas liées au métier par des liens familiaux. Parmi ces brodeurs, vous en avez certains qui ont aussi le titre de brodeur du roi. Alors, ça veut dire qu'ils fournissent en partie la cour, mais ça leur donne aussi un avantage extraordinaire. C'est que ces ateliers sont limités dans le nombre d'ouvriers, dans le nombre de compagnons qu'ils peuvent employer, et aussi dans le nombre d'apprentis. Quand il y a une grosse commande, quand il y a un mariage à la cour, par exemple, et que tout le monde vient demander un habit brodé à la dernière mode, les brodeurs du roi ont la possibilité de réquisitionner des ouvriers chez les autres maîtres brodeurs, parce qu'ils n'apprécient pas beaucoup généralement, mais ils ont le droit donc d'employer plus d'ouvriers que normalement. Alors à Paris même, il y a un certain nombre de zones franches, entre guillemets, ce qu'on appelle à l'époque des lieux privilégiés, où vous avez des brodeurs étrangers en particulier qui ont le droit de broder et où des femmes peuvent éventuellement s'établir. Alors, dans ces lieux, comme par exemple le Faubourg Saint-Antoine, la broderie est libre, peut s'installer qui veut, peut broder qui veut. Hors de Paris aussi, il faut souligner qu'à Lyon en particulier, qui est la grande ville de la soie, le travail est libre. C'est-à-dire que les brodeurs ou les brodeuses sont libres de s'installer. La broderie est aussi pratiquée dans des couvents ou des institutions charitables, des institutions religieuses, telle la maison Saint-Joseph, le couvent Saint-Joseph, qui a réalisé justement le magnifique décor brodé que vous avez vu au départ. Et ces maisons religieuses enseignent la broderie à des jeunes filles qui sont souvent des jeunes filles pauvres, parfois nobles, qui acquièrent là un savoir-faire qui peut leur permettre ensuite de vivre de leur travail. Et elles reçoivent généralement une formation technique très poussée.
que ce soit Saint-Joseph, le couvent Saint-Joseph, qui réalise des décors pour Versailles, ou que ce soit la maison de l'enfant Jésus, qui a été créée par le curé de Saint-Sulpice. Tout le monde loue leur réalisation parce qu'elles réalisent de grands panneaux à l'aiguille, avec un très haut niveau technique qui s'apparente à ce qu'on appelle parfois la peinture à l'aiguille. Elles utilisent des soies de couleurs nuancées et leurs réalisations sont absolument remarquables. Alors bien sûr, elles ne réalisent pas de costumes d'hommes. Les costumes d'hommes ne sont réalisés, enfin les broderies pour les costumes d'hommes ne sont réalisées que par les maîtres brodeurs ou par des brodeurs ou par des brodeuses, mais pas dans les institutions religieuses. Alors comment s'organise le travail ? Comment s'organise le travail ? Il peut s'organiser. Vous avez deux modes d'organisation majeurs. Ça peut être le travail en atelier. C'est ce que l'on voit sur cette gravure. Le travail en atelier, c'est le cas pour les grosses pièces sur lesquelles peuvent travailler en même temps plusieurs brodeurs ou brodeuses, ou pour les commandes qu'il faut réaliser très rapidement. C'est aussi le cas quand les matériaux utilisés sont des matériaux très précieux. Alors j'ai mentionné déjà les perles, d'éventuelles pierres semi-précieuses qui peuvent être utilisées. Bien sûr, il y a tout ce qui est fil d'or, fil d'argent, et en plus, parfois des matériaux assez surprenants. Par exemple, on sait que certains costumes étaient réalisés avec des plumes de paon. Alors, je n'en connais pas qui aient été conservés, mais dans des factures de brodeurs, on trouve des costumes réalisés pour la cour en particulier avec des plumes de paon. Donc on peut imaginer que pour ce type de réalisation, c'est réalisé en atelier. Mais un mode d'organisation du travail qui est aussi très fréquent, alors excusez-moi, il y a faute d'orthographe dans ma transcription, mais bon, j'ai tenu à mettre la pièce d'archive pour bien vous montrer que c'était pas une imagination de ma part. Parfois, on confie en fait la pièce à réaliser à un brodeur ou à une brodeuse à domicile, en lui fournissant donc le support, le dessin, donc probablement le dessin est déjà reporté sur le support, et ces ouvriers et ces ouvrières donc travaillent en chambre. Et l'auteur de l'art de broder, donc Charles Germain de Saint-Aubin, qui connaît bien le métier parce que son père était maître brodeur, donc il sait très bien de quoi il parle. Charles Germain de Saint-Aubin recommande bien, dans ce cas-là, celui qui donne l'ouvrage doit peser les différents matériaux, et il doit ensuite peser l'ouvrage qu'on lui rend pour être bien sûr qu'il n'y a pas une partie qui a été volée, enfin, ou retenue par la brodeuse. Alors ce travail en chambre, il est d'autant plus important que pour honorer à temps les commandes, il arrive que les différentes pièces d'un habit, d'un gilet ou d'une veste soient confiées à plusieurs brodeurs ou brodeuses en même temps. Alors, bon, là, j'imagine que vous vous demandez ce que je vous montre. C'est en fait un livre de comptes alors, je ne suis pas absolument sûre que ce soit un maître brodeur. Je me demande si c'est pas un tailleur qui confie des pièces à broder à des brodeurs et des brodeuses. Et là, sur 2 pages, en fait, pour un même habit, vous avez au moins 4 brodeurs. Alors, il y en a un qui brode un devant, l'autre qui brode l'arrière de l'habit, une autre brodeuse qui brode une manche. Donc, ça suppose quand même différentes constatations, enfin, suppositions et constatations. D'abord, il faut que le dessin soit très exact, pour qu'il n'y ait pas de variation entre les différentes pièces de l'habit quand elles vont être assemblées. Deuxième constatation, il faut que les techniques de broderie soient à ce point poussées, normalisées, standardisées, dans le bon sens, hein, vraiment, pour qu'on ne voit pas les différences de main entre les différents éléments de l'habit. Donc dans ce cas-là,
Les différents éléments sont distribués par un marchand. Les brodeurs et les brodeuses réalisent ce travail, puis le marchand collecte les différents éléments. Et c'est le cas en particulier pour les gilets et les vestes d'habits d'homme. Là, c'est dès 1720 à Paris. Alors, soit le client commande lui-même le motif, soit il se voit proposer un produit semi-fini. Et là, il y a à nouveau des fautes d'orthographe. Donc, ce sont des pièces qui sont conservées au Metropolitan Museum of Art à New York. Et vous voyez, alors c'est un peu plus tardif vu le style, vous avez des éléments d'habits qui sont brodés sur une planche avec les boutons brodés également sur le même lait de tissu. Et le marchand brodeur peut proposer à son client tel ou tel modèle d'habit. Ensuite, il suffira de tailler l'habit et de l'ajuster à la taille du client. C'est ce qui se fait en particulier pour les habits de cour qui sont expédiés à l'étranger. Alors, ces habits de cour, en France, ils ont très largement disparu. Enfin, on en a quelques-uns, mais ils ont quand même beaucoup disparu. En revanche, la Suède en a conservé un grand nombre, donc des habits qui étaient réalisés à Paris, qui étaient envoyés à la cour de Suède, notamment pour les souverains, Gustave III de Suède par exemple, et ils étaient ajustés sur place. Alors cette façon de distribuer le travail et de récupérer ensuite le travail achevé, c'est une pratique que l'on rencontre à Paris et dans les grandes villes au XVIIe et au XVIIIe siècle, ça, on en est sûr. Mais c'est aussi ce qui se pratique pour la broderie sur linge au XIXe siècle, dans les campagnes, mais aussi parfois dans les villes, avec une marchandise qui est distribuée, la toile avec le dessin reporté qui est distribué, puis la récupération ensuite du produit fini ou semi-fini, parce qu'il arrive que certains points particulièrement élaborés demandent à être réalisés par des brodeurs, surtout des brodeuses quand il s'agit de linge, qui sont très élaborés, et parfois cela se fait dans l'atelier. Alors, une autre constatation, le primat du dessin. Ce qui est important, en fait, le dessin est essentiel. Il faut que le dessin donne les indications à la brodeuse pour réaliser son travail. Il faut donc qu'il soit extrêmement précis. Il faut aussi qu'il soit innovant, inventif. Et on observe à la fin du XVIIIe siècle une sorte d'affirmation des dessinateurs comme des professionnels. C'est-à-dire qu'au début du XVIIIe siècle, ce sont souvent les brodeurs eux-mêmes qui réalisent leurs dessins. À la fin du XVIIIe siècle, on voit des spécialistes arriver, des spécialistes du dessin pour broderie. Et il y en a environ 80 au XIXe siècle à Paris, mais il y en a bien sûr dans bien d'autres villes. Alors, là, ce sont les brodeurs et les brodeuses professionnels. Mais il y a également des gens qui brodent pour leur plaisir. Broder pour le plaisir, avoir le goût de l'ouvrage, un goût gratuit de l'ouvrage, c'est le propre des femmes de l'aristocratie et de la bourgeoisie qui voient là une façon de démontrer leur qualité de minutie, de patience et d'habileté. L'ouvrage est depuis longtemps perçu comme un attribut féminin. On sait par exemple le goût pour la broderie et pour la tapisserie de Marie Stuart. Ici même, Élisabeth Charlotte ne dédaignait pas de manier l'aiguille, et d'ailleurs dans l'inventaire des biens meubles de 1732, certains éléments du mobilier sont indiqués comme ayant été réalisés par Élisabeth Charlotte. Au XVIIIe siècle, la baronne d'Oberkirch, qui a laissé des mémoires, évoque à plusieurs reprises les ouvrages qu'elle a elle-même réalisés.
Donc le goût pour les travaux d'aiguille n'est pas neuf au XVIIIe siècle, mais ce qui devient plus fréquent, c'est la propension des femmes du monde à se faire représenter assises à leur métier, plus souvent à leur métier qu'à leur tambour. Le tambour ne s'est pas encore généralisé. Donc assises à leur métier, surprises par le peintre, en train de tirer l'aiguille, ou parfois, j'avoue que je me suis posé la question sur certaines réalisations, je me demande si c'est pas de la broderie au crochet, mais là je ne veux pas m'avancer. Donc vous avez ici le portrait de Madame de Pompadour, qui se fait représenter à son métier, et puis l'ensemble des aquarelles de Carmontel qui représentent Madame la comtesse de Chevreuse ou Madame de Lismore avec son domestique et qui est occupée à broder à son métier. Donc on peut... il n'y a pas simplement une question de représentation, elle brodait vraiment. Et là, c'est également tiré d'archives privées, mais conservées aux archives nationales. Vous avez les effets de la princesse de Polignac. Donc dans l'inventaire des biens de la princesse de Polignac, vous avez des effets brodés, entre autres un drap de lit de mousseline brodé, doublé de taffetas bleu, des fauteuils en satin brodé, ouvrage de Madame la Duchesse, deux portefeuilles, là j'ai repris l'orthographe de l'archive, 3 petits flacons, un sac à filet, des soies, de la chenille à broder, une paire de bracelets d'acier, un sac à ouvrage brodé. Donc un nécessaire en fait à broder qui appartenait à la princesse de Polignac. Alors s'il y a cette volonté de s'afficher en brodant, c'est aussi parce que la broderie est associée à des valeurs et parfois à des non-valeurs. Elle est sujette à des jugements et à des débats qui en font aussi d'une certaine façon un sujet politique. Alors le luxe que représente la broderie a entraîné une volonté de légiférer sur les usages de la broderie. Alors ces fameuses lois somptuaires qui limitent l'or, l'argent, le port des perles et le port de la broderie, ces fameuses lois somptuaires, vous savez, remontent à la fin du Moyen-Âge et à l'époque qui m'intéresse, elles deviennent un peu plus rares. Mais je vous en ai mis ici 2 exemples qui montrent que on ne peut pas interdire la broderie parce qu'elle est tellement répandue que ça ne serait pas possible. Ce que l'on réduit, c'est l'importance des bandes brodées sur les vêtements. Donc l'arrêt du roi, par exemple, de 1660, prévient que les passements et les dentelles ne peuvent être que de la hauteur d'1 pouce ou plus. Les carrosses et harnachements de chevaux ne doivent comporter aucune dorure, broderie d'or, ni de soie, frange d'or ou d'argent, fin ou faux, à commencer du 10 jours du 1er janvier prochain. Et en 1700, un nouvel édit du roi, pour l'or et l'argent, défend aux femmes de porter aucune broderie, dentelle, boutonnière, ni autres ornements sur des étoffes d'or et d'argent, leur permettant de mettre sur des manteaux, robes ou jupes de velours et autres étoffes, des broderies, dentelles ou galons d'un demi-pied de hauteur seulement. Donc on limite, un demi-pied, ça fait à peu près un peu plus de 15 cm, vous voyez, des broderies, d'accord, mais pas trop en faux. Pourquoi ? Parce que la broderie... les broderies, ces ornements risquent quand même de ruiner les familles. Ces broderies, elles doivent être limitées, leur usage doit être limité uniquement aux nobles. Et dernière raison, cet or et cet argent, utilisé comme ornement, il va être thésaurisé et finalement, il ne servira pas à l'économie. Donc, des efforts pour limiter les usages de la broderie, mais malgré tout, des broderies qui restent associées au pouvoir et à l'exercice du pouvoir. On a vu,
costumes de cour de Louis XV. Ces costumes de cour sont bien sûr bannis au moment de la Révolution, et cela entraîne d'ailleurs un certain nombre de faillites chez les brodeurs et les brodeuses. Malgré tout, l'usage de la broderie pour démontrer le pouvoir, et notamment le luxe de l'État, revient en force dès 1795. En fait, l'éclipse de la broderie d'apparat, enfin ce que j'ai tendance à nommer la broderie d'apparat en soie, or et argent, l'éclipse, elle dure 5 ans. Dès 1795, avec l'établissement du régime du directoire, on précise que les directeurs, les 5 directeurs établis par la Constitution, doivent avoir des costumes qui correspondent à leur fonction politique. Et vous avez ici un directeur en costume. Vous voyez que les broderies ont fait leur retour et que ce retour est quand même assez spectaculaire. De la même façon, le costume de Napoléon, Napoléon ici en costume de sacre, porte des broderies qui sont donc à nouveau au goût du jour pour manifester le pouvoir qui est le sien. L'époque impériale est d'ailleurs celle d'un grand retour de cette broderie d'apparat qui n'est d'ailleurs plus très souvent fabriquée à Paris, mais de plus en plus à Lyon. Et ça participe aussi d'une politique qui vise à encourager la soirée lyonnaise en commandant donc aux marchands lyonnais des costumes brodés. Les costumes actuels des académiciens, et jusqu'à une période récente aussi les costumes des préfets, mais ils ont été réformés il n'y a pas très longtemps, portaient justement ces broderies qui ont été fixées au temps du consulat. Et sous l'Empire, le costume de cour, le costume de cérémonie est également réglementé et donne lieu à la réalisation d'habits comme ce magnifique habit de grand maréchal du palais qui a été réellement porté et qui est aujourd'hui conservé au palais Galliera. Bien sûr, le grand concepteur, le grand dessinateur de ces habits brodés de l'Empire, c'est bien sûr Isabey, Isabey qui a dessiné en particulier cet habit du grand maréchal du palais. Donc un usage officiel de la broderie qui n'est que peu remis en question. Cet apparat est tout à fait admis quand il s'agit d'orner des costumes officiels. La démocratisation relative des broderies, en particulier celle sur linge, reste malgré tout un point de débat. Alors, quels sont les arguments des adversaires des broderies? Donc, je vais reprendre quelques arguments de ces adversaires, de ces avocats du diable. Le premier argument, c'est que ces broderies, c'est un investissement excessif. On observe en effet entre le XVIIIe et le XIXe siècle, donc cette diffusion du linge brodé, linge de corps, mais aussi linge de maison, qui finit par composer l'essentiel des trousseaux bourgeois, l'abondance du linge témoignant de l'aisance de leurs propriétaires. Ce goût du beau linge peut être condamné pour des raisons économiques et pour des raisons morales. Un exemple, celui de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau qui, le 16 janvier 1752, dépose plainte à Paris auprès de la police parce qu'il s'est fait voler du linge brodé. Et vous allez voir quand même que Jean-Jacques Rousseau, adversaire du luxe, disposait d'un linge qui
n'était pas si modeste que cela. Il y avait en effet 22 chemises fines, garnies de manchettes unies, brodées et festonnées, marquées pour la plupart de la lettre R du côté droit, donc avec son chiffre sur le linge. 4 mouchoirs, 14 cols à 4 boutonnières et 9 coiffes de nuit, marquées, donc brodées de la lettre R. Donc un vol qui vient le dépouiller d'un luxe discret malgré tout, mais d'un luxe quand même. Quelques années plus tard, en rédigeant ses confessions, il reviendra sur cet épisode. Bon, s'il a déposé plainte, c'est probablement parce qu'il était quand même assez mécontent de ce vol. Quelques années plus tard, il revient là-dessus en disant dans ses confessions « Quelque austère que fut ma réforme somptuaire, je ne l'étendis pas d'abord jusqu'à mon linge. » Quand même, le linge brodé, voilà, c'est un luxe auquel il a eu du mal à renoncer, jusqu'à mon linge qui était beau et en quantité. Quelqu'un me rendit le bon office de me délivrer de cette servitude. Donc ce luxe, finalement, il a fini par y renoncer, un peu contraint et forcé. Bon, il assume ce renoncement un peu plus tard. Donc, vous le voyez, une sorte de condamnation du luxe dont témoigne la broderie. Les raisons économiques de la condamnation de la broderie sont aussi généralement liées au fait qu'on considère que les jeunes filles et les femmes qui brodent feraient mieux de se consacrer à des activités plus productives ou plus utiles. Et pour certains auteurs, celles qui passent leur temps à broder témoignent par là de leur futilité, voire de leur immoralité, comme la multitude d'autres jeunes filles employées dans des travaux de couture. Elles sont assimilées, ces malheureuses brodeuses, à des grisettes. Alors, bon, c'est un extrait d'un petit ouvrage qui n'a pas grande prétention sur les amours des grisettes. Et il est question, vous voyez, c'est en 1831, des brodeuses du quartier du Marais. Telle est la profession de la plupart des grisettes de ce quartier. Et on considère que les théâtres reçoivent souvent leurs visites car les brodeuses sont sensibles. Donc elles sont associées à des jeunes femmes futiles qui vont s'asseoir au jardin turc. Un chacun prend ses aises en s'y rendant le soir. On est bien sûr qu'on y verra des beautés un peu niaises et on trouvera la vertu sur ces chaises au jardin turc. Vous voyez que ce sont des vers de Mirliton qui condamnent un peu rapidement les brodeuses. Alors la défense de la broderie. La défense de la broderie, on la trouve aussi également sous la plume de ceux qui défendent un savoir-faire à la fois pour des raisons esthétiques, morales et économiques. Tout d'abord, on défend la beauté de ces broderies, reflet d'un savoir-faire emblématique des artisans français. À la fin du XVIIIe siècle, le goût pour l'or et l'argent ne disparaît pas, mais s'efface momentanément pour des broderies qui sont figuratives, qui sont assez inventives et que l'on retrouve notamment sur les gilets d'hommes. Bon, s'offrir tout un costume, c'était vraiment un peu cher, mais le gilet, on peut en changer plus facilement et on peut l'adapter aussi au goût du jour. Et on a, dans les années 1780, une multitude de gilets qui représentent par exemple le premier vol en montgolfière. Ce sont des sujets d'époque, ou ici, ce magnifique gilet d'homme qui est aussi conservé à Galliera avec un décor Voltaire et Rousseau. Donc là, vous avez un savoir-faire français qui est extrêmement réputé dans ces années-là, que vous retrouvez également sur le décor de ce gilet. Alors ça, c'est le dessin préparatoire, la peinture préparatoire. Mais là, on peut imaginer que la broderie, si elle a été réalisée, c'est vraiment apparenté à de la peinture en broderie. Où vous avez donc la déesse Flore au bain, c'est un projet de broderie pour gilet. Donc les défenseurs de la broderie disent c'est un savoir-faire remarquable et ces broderies que l'on exporte contribuent aussi à la renommée des artisans français. Il y a aussi un autre argument qui est un argument moral.
la broderie apprend à être patient, à être exact, à être méticuleux. Et à partir du début du XIXe siècle, on voit en ce sens se multiplier les manuels de broderie destinés aux petites et aux jeunes filles pour qui broder fait partie des activités naturelles de la bonne maîtresse de maison. En particulier, donc, ce petit ouvrage, La maîtresse de broderie, qui paraît en 1816, c'est la deuxième édition, ce qui veut dire que la première édition a dû quand même s'écouler assez vite. Vous voyez qu'il est orné en face de la page de titre de cette image de la jeune fille ou de la petite fille qui apprend à broder sur le métier, accompagnée de sa mère ou de sa maîtresse en broderie. Et dans cet ouvrage, on précise bien qu'il s'agit d'encourager la laborieuse et agréable exécution de la broderie. Outre ses avantages moraux, la broderie comporte également, aux yeux de ses défenseurs, l'intérêt de permettre à un certain nombre de femmes qui n'ont pas beaucoup de moyens de gagner honnêtement leur vie. Et c'est notamment l'un des buts d'un projet qui est déposé sous la Révolution, qui est le projet de la citoyenne Acrin. Alors, j'avoue que j'aimerais en savoir un peu plus sur cette citoyenne Acrin, j'ai cherché. C'est, je pense, la brodeuse de la garde nationale au début de la Révolution, donc elle brode les uniformes de la garde nationale. Et en l'an 8, c'est-à-dire en 1799, elle dépose un projet d'école professionnelle pour 1800 filles qui seront des brodeuses et des lingères. Ce qui veut dire que les brodeuses broderont en or, soie et argent, et les lingères pourront éventuellement broder sur linge. Et elle le dit bien, l'établissement que l'on propose réunit tous les avantages. Il fournit à la portion indigente de ce sexe faible et intéressant une instruction qui, par ses résultats, l'éloigne des dangers inséparables de l'oisiveté. Donc là, on a les arguments moraux. Et il offre au gouvernement les moyens, et lui procure, donc il éloigne le sexe faible des dangers de l'oisiveté, et lui procure pour la vie un moyen de subsistance. Et il offre au gouvernement les moyens non seulement de se couvrir en très peu de temps des faibles avances qu'il aura pu faire pour le mettre en activité, mais encore se détendre ses bienfaits sur d'autres parties avec le bénéfice qu'il en retirera. Donc voilà, cette école, c'est avec une mise de fonds finalement réduite, des bénéfices que je vous promets, on rentrera dans nos fonds. Bon, je ne pense pas qu'elle ait obtenu gain de cause. Ces avantages de la broderie, à la fois moraux et économiques, surtout sociaux de la broderie, on les retrouve chez quelqu'un qui est un représentant du catholicisme social au XIXe siècle. Et là, on est sous l'Empire, le Second Empire cette fois, avec l'enquête d'Augustin Cochin, enquête réalisée en 1859 sur les brodeuses des Vosges. Alors, dans cette enquête, qui est publiée 2 ans plus tard dans Les Ouvriers des Deux Mondes, il insiste sur les avantages de la broderie. Il y décrit en effet une famille qui survit et qui vit même, qui peut accéder à une certaine aisance limitée, mais une aisance quand même, grâce aux travaux de la mère et des filles, tandis que le père et les fils, qui sont ouvriers dans la petite métallurgie, ont plutôt tendance à boire leur paye au cabaret. Et il voit dans la diffusion de la broderie un remède à la pauvreté. Il écrit à ce sujet: quand on parcourt une région très semblable aux Vosges, le Morvan, Nivernais par exemple, on sent combien une industrie comme la broderie serait utile pour chasser la misère à laquelle l'insuffisance du salaire des chefs de famille condamne les ménages disséminés dans de pauvres hameaux.
De même, on aimerait avoir cette industrie facile et élégante occupée chez elle, les femmes et les filles des ouvriers, occupées dans les grands foyers de l'industrie métallurgique, à des travaux dont tous les détails ne peuvent être exécutés que par des hommes. Donc, une défense de la broderie des Vosges que Madame Claire Prévost connaît particulièrement bien, une broderie des Vosges qui est aussi défendue par une femme qui a été la première femme à décrocher son baccalauréat en France, c'est la Vosgienne Julie-Victoire Daubié. Julie-Victoire Daubié était aussi à la tête d'une petite entreprise de broderie dans les Vosges. Et en rédigeant quelques années plus tard, son ouvrage « La femme pauvre », elle affirme que 200 000 femmes en France vivent alors des travaux de broderie. Donc au-delà de ces considérations ponctuelles et circonstanciées, voilà, je voudrais, pour terminer, m'interroger sur les raisons du maintien de la broderie, d'une part, et d'autre part sur la fascination qu'elle exerce encore sur nous, des broderies anciennes, qui témoignent d'un savoir-faire remarquable. J'y verrai d'abord la passion de l'ornement et la beauté des choses, l'extrême plasticité, souplesse de la broderie, qui exprime aussi le lien que l'on a avec les choses, le lien aussi qu'on établit avec des personnes par le biais de la broderie. Et je prendrai cet exemple du chiffre ou de la marque de la broderie, avec les deux aspects. Là, ça revient à ce terme de déclinaison de la broderie que j'ai voulu utiliser pour cette conférence. La broderie, c'est à la fois la broderie blanc sur blanc, réalisée par des brodeuses professionnelles. Ce que vous voyez sur ce linge blanc, qui est un linge pour les grands jours, hein, il s'agit d'une nappe avec les initiales, hein, le B et le R de la famille, qu'on trouve sur le linge qu'on utilise pour les grandes occasions. Et puis on retrouve aussi la broderie. Alors, au début du XXe siècle, dans une enquête menée en Bourgogne, l'enquête d'une anthropologue, à façon de dire, façon de faire, une magnifique enquête. Les femmes du village disent « c'est pas vraiment de la broderie, hein, c'est juste de la marque ». C'est-à-dire cette marque qui est posée sur le linge d'usage, le linge de cuisine, par exemple, là c'est sur un torchon. On retrouve les mêmes initiales, le B et le R. C'est les initiales de la famille. Et c'est réalisé au point de marque, c'est-à-dire au point de croix. Donc ça montre bien à quel point la broderie couvre énormément de choses. Et je crois que si elle est si fascinante, c'est parce que cette broderie, très élaborée ou beaucoup plus modeste, elle exprime le lien que l'on entretient avec les choses et aussi le lien entre générations, puisque ce linge, c'était le linge qui était transmis de génération en génération. Donc elle permet de rendre compte, je pense, d'un élément essentiel de la culture visuelle du passé, des grands costumes d'apparat, au linge le plus modeste des familles. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue ou trop générale.